Le poids des crimes et des atrocités commis par les nazis fut lourd pour leurs proches survivants. Sans aucun doute, la personne qui porta le fardeau le plus lourd de tous fut une petite et timide femme autrichienne, la plus proche parente survivante du génie maléfique nazi, Adolf Hitler, sa sœur Paula. Paula Hitler était la seule sœur de sang d'Adolf Hitler. Une autre sœur et 3 frères ne survécurent pas à l'enfance. Dans de telles conditions, Paula et Adolf créèrent un lien particulier. Cela dura jusqu'à ce qu'Adolf quitte la maison et commence son chemin vers le destin. Paula poursuivit sa propre vie. Elle reçut une formation commerciale et travailla comme employée à la compagnie d'assurance d'État d'Autriche à Vienne dans les années 1920. Cependant, en 1930, elle fut licenciée, apparemment en raison de la réputation de son frère. Adolf Hitler la soutint alors financièrement avec un versement mensuel de 250 shillings, qui fut ensuite augmenté à 500 Reichsmark. Pendant les années de guerre, Adolf insista pour que Paula vive loin des yeux du public. Il lui suggéra même de prendre un nouveau nom de famille, Wolf, un surnom qu'Adolf utilisait dans les années 1920. Ainsi, Paula Wolf vécut la majeure partie de la guerre à Vienne sous une fausse identité. Personne dans son entourage ne savait qu'elle était la sœur du Führer. Puis, le 14 avril 1945, 2 officiers des SS arrivèrent chez Paula et la conduisirent à Berchtesgaden. Là-bas, elle reçut 100 000 Reichsmark sur ordre d'Hitler. La même somme fut attribuée à sa demi-sœur Angela. Après la fin de la guerre, Paula fut rapidement arrêtée par les forces américaines. C'était le 26 mai 1945. Paula fut interrogée par le corps de contre-espionnage, CIC, mais fut bientôt libérée. Elle retourna à Vienne, où pendant les 7 années suivantes, elle travailla dans une boutique d'art et d'artisanat. Le 1er décembre 1952, Paula déménagea à Berchtesgaden pour réclamer les biens dérivés du testament personnel d'Adolf Hitler. Les procédures pour résoudre l'héritage d'Hitler furent principalement entravées par l'absence d'un certificat de décès officiel d'Adolf Hitler. Le 2 octobre 1948, un tribunal de dénazification à Munich classa Hitler comme un criminel principal, bien qu'il n'ait pas de certificat de décès. Le tribunal confisqua toutes les propriétés d'Hitler, y compris une maison à Munich, plusieurs maisons près de Berchtesgaden et une créance d'environ 5 millions de marks contre la maison d'édition Eher à Munich. Le tribunal rejeta la réclamation de Paula Hitler sur l'héritage que lui avait légué le testament personnel d'Hitler. Durant les procédures judiciaires, les efforts de Paula furent également entravés par la confusion et les disputes continues sur la compétence entre les tribunaux de Berchtesgaden et de Berlin-Schöneberg, les principales résidences d'Hitler. Le tribunal fédéral de Berchtesgaden assuma finalement la compétence. Le juge fédéral local, Dr Heinrich Stephanus, commença les procédures à la fin de 1952, qui durèrent jusqu'au début de 1956. Stephanus réalisa une enquête exhaustive, écoutant 42 témoins, dont 13 qui étaient revenus des camps de prisonniers russes en 1955 et 1956. Malgré ces défis, Paula persista dans ses efforts pour obtenir ses droits. Elle continua de vivre tranquillement à Berchtesgaden, évitant l'attention publique. Paula Hitler mourut le 1er juin 1960 à Schönau, près de Berchtesgaden, à l'âge de 64 ans. 5 mois plus tard, le tribunal fédéral de Berchtesgaden émit un certificat d'héritage attribuant 2/3 de l'héritage d'Hitler à Paula. La famille du Reichsführer SS, récit de trahison et de tragédie. Bien que directement liée à Adolf Hitler, Paula ne pouvait pas être tenue responsable de ses actions. Ce n'était pas sa faute d'être sa sœur. Cependant, ce n'était pas le cas de notre prochaine survivante nazie. Cette dame a choisi de s'associer à l'incarnation du mal nazi, le chef des SS, Heinrich Himmler. Son nom est Margaret Himmler, et elle était son épouse. Margaret Himmler, née Margaret Boden, venait d'une famille riche et terrienne. Pendant la Première Guerre mondiale, elle rejoignit la Croix-Rouge allemande en tant qu'infirmière. La guerre eut un impact profond sur elle, lui laissant un sentiment de perte et une vision pessimiste du monde. Après la guerre, elle se maria, mais le mariage se termina par un divorce après seulement 2 ans. En 1923, avec l'aide financière de son père, Margaret acheta une part dans une clinique privée à Berlin dirigée par un gynécologue juif.
En 1927, Margaret rencontra Heinrich dans un train entre Munich et Berlin. Himmler avait 8 ans de moins que Margaret. Ils commencèrent à échanger des lettres presque quotidiennement. Himmler partageait l'intérêt de Margaret pour la médecine alternative, en partie à cause de ses problèmes chroniques d'estomac. Ils devinrent intimes lors d'un séjour de 3 jours dans une ville bavaroise juste avant Noël. Margaret et Himmler décidèrent de se marier dès que possible. Ils se marièrent le 3 juillet 1928 dans un bureau d'état civil à Berlin. Le père et le frère de Margaret étaient témoins. Les parents de Himmler, étant des catholiques fervents, eurent du mal à accepter son mariage avec une femme protestante plus âgée et n'assistèrent pas à la cérémonie. Margaret et Heinrich eurent une fille nommée Gudrun en 1929. La famille menait une vie structurée, reflétant les idéaux stricts de Himmler. Cependant, leur mariage fut confronté à de nombreuses tensions dues aux absences et aux infidélités de Himmler. Heinrich eut une liaison avec sa secrétaire Hedwig Potast, ce qui affecta profondément Margaret. Bien que moins importante, Margaret joua également un rôle dans l'Allemagne nazie. Elle était impliquée dans la Croix-Rouge allemande et supervisa plusieurs installations pendant la guerre. Elle accompagna Himmler lors d'événements officiels, mais ne faisait pas partie des cercles sociaux intimes de l'élite nazie. Cependant, elle soutenait les activités politiques de son mari et était connue pour ses opinions antisémites. Après la Seconde Guerre mondiale, Margaret et sa fille Gudrun furent détenues par les forces alliées. En tant qu'épouse du deuxième homme le plus puissant de l'Allemagne nazie, Margaret dut passer par plusieurs procès de dénazification. Ces procès visaient à purger la société allemande de l'idéologie nazie et à tenir les individus responsables de leur participation au régime nazi. Le processus comprenait la classification des individus en catégories telles que grands criminels, criminels mineurs, partisans et personnes exonérées, avec des peines correspondantes allant de l'exécution et la prison à des amendes et des restrictions d'emploi. Initialement classé comme criminel principal, le statut de Margaret a changé plusieurs fois au cours de ses procès. Elle a plaidé pour sa libération en affirmant qu'elle n'avait été qu'infirmière et qu'elle n'avait jamais été impliquée dans les crimes de son mari. Malgré ces affirmations, Margaret s'est battue pour défendre ses actions et ses associations passées. Les procès ont été une source de grand stress et d'incertitude pour Margaret. Finalement, le tribunal l'a classée dans la catégorie 4, Mittelfrein, la sympathisante. Ainsi, elle n'a pas été jugée responsable des actions de son mari, mais elle a néanmoins été condamnée à 30 jours de travail punitif. Elle a également perdu ses droits à une pension et le droit de vote. Après sa libération, Margaret a vécu avec sa sœur à Hypen, mais elle a ensuite déménagé pour vivre avec sa fille Gudrun à Munich. Elles ont vécu dans un petit appartement, un contraste frappant avec le confort que Margaret avait connu dans l'Allemagne nazie. Elle a également rencontré des difficultés financières considérables en luttant pour obtenir les pensions qu'elle estimait lui être dues. La période d'après-guerre a sans doute été difficile pour Margaret, qui a dû s'adapter à une nouvelle réalité dans laquelle elle ne faisait plus partie de l'élite dirigeante. La perte de statut et de richesse l'a profondément affectée. La vie personnelle de Margaret a également décliné. Sa relation avec sa fille Gudrun est devenue de plus en plus tendue. Gudrun, qui avait idolâtré son père, a eu du mal à accepter les nouvelles circonstances. Elle s'est impliquée dans des groupes néo-nazis, essayant de maintenir l'héritage de son père. Margaret désapprouvait les associations de Gudrun avec des éléments néo-nazis, et cette implication a causé des tensions entre elles. Contrairement à sa fille, Margaret essayait de mener une vie discrète. Pendant sa vie après-guerre, Margaret est restée largement à l'écart du public. Elle a continué à faire face à des difficultés financières et des problèmes de santé. Portant le stigmate des actions de son mari et de sa propre implication dans le régime nazi, les tentatives de Margaret pour obtenir un soutien financier étaient souvent entravées par des obstacles bureaucratiques. Les années difficiles à naviguer dans une nouvelle réalité difficile ont eu un impact profond sur Margaret, faisant ces dernières années d'une manière qu'elle n'avait jamais anticipée durant son temps en tant qu'épouse de Heinrich Himmler. Elle est morte le 25 août 1967, à l'âge de 73 ans, en tant que femme amère, épuisée et complètement frustrée.
La vie d'après-guerre de Margaret contrastait totalement avec celle de sa fille Gudrun. Gudrun Himmler, née en 1929, a grandi dans un environnement structuré, reflétant les idéaux stricts de son père. Himmler, rarement à la maison, a tenté de faire de Gudrun une fille exemplaire. Il prônait la décence, les bonnes manières, l'obéissance et l'assiduité à l'école. Il lui envoyait des cartes postales avec des symboles des bulletins de ses lire. Gudrun, la bonne fille nazie, écrivait des lettres au front, faisait des cadeaux aux soldats de se rejoindre le Bund Deutsche Madel à l'âge de 10 ans. Elle écrivait également à son père presque quotidiennement des lettres pleines de nostalgie. La fille manquait son papa voyageur. Elle n'avait aucune idée de qui était vraiment son père. Cependant, à mesure que la guerre approchait de sa fin, cela allait changer. Lorsque la chute de l'Allemagne nazie est devenue une question de jours, Himmler ordonna à son personnel d'organiser une fuite pour sa famille. Le 19 avril 1945, l'un de ses plus proches collaborateurs transporta Margaret et Gudrun au Tyrol du Sud, où nous allons doit rester secret, sous un faux nom. Écrivit-il dans son journal. Cependant, le 13 mai, les soldats américains arrêteront Gudrun et sa mère et les emmèneront dans un camp de détention en Italie. 10 jours plus tard, Gudrun apprit que son père bien-aimé s'était empoisonné en captivité britannique. Après une année et demie de vie dans des conditions difficiles dans les camps de détention, Gudrun et sa mère furent libérées à la fin de 1946. Toutes deux trouveront refuge dans les institutions Bodelschwing, fondées par un pasteur évangélique à Bethel. Gudrun y apprit le métier de couturière. Cette période fut extrêmement difficile pour Gudrun, qui avait idolâtré son père et peinait à s'adapter à la nouvelle réalité. En 1952, elle déménagea à Munich. Cherchant un emploi, mais le nom de son père se mettait souvent en travers de son chemin. Néanmoins, fière d'être la fille de son père, elle continua à s'appeler Gudrun Himmler jusqu'à son mariage avec Dieter Berwitz, un fonctionnaire de la branche bavaroise du Parti national-démocratique d'Allemagne, une organisation politique scrutée pour ses positions extrémistes et ses liens historiques avec l'idéologie néo-nazie. Contrairement à sa mère, Gudrun était déterminée à maintenir l'héritage de son père et refusa de renoncer à ses actions ou croyances. L'engagement de Gudrun avec les groupes néo-nazis devint une partie significative de sa vie après la guerre. Elle travailla pour préserver la mémoire des nazis influence et soutint les anciens membres des SS et leurs familles. En étant active dans des organisations fournissant de l'aide à ces individus, elle montre sa loyauté continue envers les idéaux de son père. L'une des organisations où Gudrun était la plus active était la notoire Stille Hilfe. Aide silencieuse. Aide silencieuse fut fondée en 1951 pour aider les condamnés de guerre, un euphémisme pour les criminels de guerre, pour les vieux camarades. L'aide silencieuse recueillait des fonds, faisait passer des messages dans les prisons et pressait les politiciens pour obtenir des libérations de clémence. L'association utilisait des canaux douteux, ainsi que les services de personnalités éminentes de l'Union démocratique chrétienne et de l'Union sociale chrétienne, comme Franz Josef Strauss et Alfred Dreger. L'Église catholique semblait également impliquée. Lorsque le criminel de guerre Joseph Schwamberger fut interrogé sur qui l'avait aidé à s'échapper après la guerre, il répondit laconiquement « Le pape ». Cette organisation, manifestement nazi, fut reconnue comme une organisation caritative jusqu'en 1998. Cependant, un fait beaucoup plus controversé est que Gudrun travailla comme secrétaire au BND, le service de renseignement fédéral allemand, à Pullach, près de Munich, de 1960 et 1963. À l'époque, l'organisation était sous le contrôle de Reinhard Gehlen, un ancien commandant du renseignement militaire nazi. Gudrun continua à être impliquée dans des activités néo-nazis et, avec le temps, devint une figure importante dans les cercles d'extrême droite.
Les activités de Gudrun allant bien au-delà de l'aide aux vieux camarades et incluant l'organisation de réunions d'anciens membres des SS et la participation à des événements commémorant l'ère nazie. Elle utilisa sa position et ses connexions pour plaider en faveur des droits des anciens membres des SS, s'opposant souvent au traitement qu'ils, récurrent après la guerre. Le soutien inébranlable de Gudrun à son père et à ses idole l'a rendu une figure controversée. Elle a fait face à des critiques et à un examen minutieux de la part de ceux qui voyaient en ses actions comme une tentative de glorifier un chapitre sombre de l'histoire. Malgré cela, Gudrun est restée fermée dans ses croyances et a poursuivi son activisme jusqu'à ces dernières années. La relation entre Gudrun et Margaret est restée tendue tout au long de leur vie. Alors que Gudrun était vocale et active dans son soutien à l'héritage nazi, Margaret cherchait à s'éloigner de cette partie de sa vie. Cette différence fondamentale dans leurs approches de leur passé a créé une brèche qui ne s'est jamais complètement refermée. Gudrun Himmler est décédée le 24 mai 2018 chez elle près de Munich, à l'âge de 88 ans en tant que citoyenne libre de l'Allemagne, si que son père refuse à des millions de personnes. Elle est restée une fervente nazie jusqu'à son dernier souffle. Un autre membre proche de la famille Himmler qui a dû faire face à son passé problématique après la guerre fut son frère Heine Gebhard. Bien qu'il n'ait pas eu un rôle aussi important que Heinrich, Gebhard a été impliqué dans les activités du régime nazi et partagé la plupart des opinions nationalistes et racistes de son célèbre frère. Pendant l'ère nazie, Gebhard a travaillé dans plusieurs fonctions, notamment des postes administratifs, le plus important étant celui de directeur du département et au sein du ministère du Reich pour la science, l'éducation et la culture. À mesure que la Seconde Guerre mondiale touchait à sa fin, Gebhard, tout comme de nombreux autres associés à la direction nazie, y compris son frère, a essayé d'éviter d'être capturé par les forces alliées. Lorsque la guerre touchait à sa fin, il s'est réfugié dans la clinique de son beau-frère à Hohenleichen, qui était un lieu établi par Heinrich Himmler comme refuge temporaire pour Gebhard et sa famille. Alors que les forces alliées approchaient, Heinrich a fourni une voiture pour aider la famille de Gebhard à s'échapper vers le Schleswig-Holstein. Gebhard espérait qu'être dans cette région, sous contrôle britannique, offrirait de meilleures chances de clémence que de tomber entre les mains des soviétiques. Malgré ces tentatives d'échapper aux soldats alliés, Gebhard a finalement été capturé. Selon les catégories de dénazification, Gebhard a été classé dans la deuxième catégorie, la plus élevée est étiquette comme délinquant. Les 3 années suivantes, Gebhard a passé dans plusieurs camps d'internement. De manière surprenante, malgré son internement, il a conservé un certain optimisme. Il a organisé des activités dans les camps, y compris une fête de Noël pour les prisonniers bavarois, et a documenté ses expériences à travers des poèmes et des croquis. Son internement a pris fin lorsqu'il a été transféré au camp d'Ungerstrasse à Munich, où il a finalement été libéré en juillet 1948. La vie après la guerre pour Gebhard semblait avoir été plus difficile que celle dans les camps d'internement. En raison de son origine familiale et de son association avec le régime nazi, il a lutté pour se réintégrer dans la société. Il a accepté un emploi mal rémunéré dans une usine de condensateurs, un compromis bien plus modeste que ses fonctions antérieures. Malgré son passé trouble, Gebhard a continué à chercher des moyens de restaurer son statut professionnel. Au début des années 1950, il a trouvé un poste à l'Institut culturel européen afghan, où il était chargé d'organiser des lieux de formation pour les étudiants afghans. Ce travail lui a permis de renouer avec ses anciens contacts professionnels, bien qu'il n'ait pas apporté la stabilité financière qu'il souhaitait. Pendant cette même période, Gebhard a lutté pour restaurer ses droits à la retraite et sa réputation professionnelle. Il lui a fallu des années d'efforts persistants pour récupérer sa pension. Finalement, en 1959, ses droits à la retraite ont été rétablis, ce qui lui a permis de profiter d'une légère amélioration de sa qualité de vie. Lui et sa femme ont commencé à faire des voyages annuels en Italie, un petit luxe qui marquait un retour à une certaine normalité. Tout au long de sa vie après-guerre, Gebhard a tenté de défendre ses actions et celles de son frère pendant l'ère nazie. Il a donné des interviews et écrit des notes,
dépeignant Heinrich Himmler comme un homme accablé par ses devoirs, plutôt qu'un auteur volontaire des atrocités horribles. Dans ses écrits et déclarations, Gebhard a souvent tenté de minimiser l'ampleur de son implication dans les crimes du régime. Il a décrit Heinrich comme un romantique dangereux qui avait été trompé par sa loyauté envers Hitler. Gebhard a également documenté méticuleusement l'histoire de sa famille, créant des albums chronologiques et organisant des documents familiaux. Il a évité de discuter directement d'Hitler dans ses mémoires, cherchant à présenter sa vie comme celle d'un fonctionnaire patriotique qui avait été injustement puni après la guerre. Cette représentation faisait partie de ses efforts plus larges pour se distancer des implications complètes des actions du régime nazi. Gebhard était resté en contact avec d'autres membres de la famille, y compris la fille de Heinrich, Gudrun, qu'il a soutenue autant qu'il le pouvait dans les années qui ont suivi la guerre. Il est mort à Munich le 22 juin 1982. La famille du Reichsmarschall, le destin des princesses. Pour beaucoup de ceux qui étaient proches du chef nazi, il était difficile de s'en éloigner, peu importe l'horreur de leurs actes. Ce fut le cas d'Emmy Göring, l'épouse d'Hermann Göring, commandant de la Luftwaffe et l'un des plus proches associés d'Hitler. Emmy était déjà célèbre en Allemagne pour sa carrière d'actrice avant même son mariage. Cependant, après son union avec Hermann, sa popularité a explosé. Elle était constamment sous les feux des projecteurs et toujours photographiée. Grâce à son charme et sa sociabilité, elle servait d'hôtesse lors de nombreuses cérémonies d'État avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Ce rôle lui a valu le titre non officiel de Première Dame du Troisième Reich. Après la Seconde Guerre mondiale, la popularité d'Emmy Göring a chuté. Elle a été soumise au processus de dénazification, accusée de profiter de la position de son mari et de complicité dans les crimes du régime nazi. Lors de son procès, Emmy s'est défendue en affirmant qu'elle avait toujours agi par amour pour son mari et qu'elle n'avait pas participé à des activités criminelles. Elle a également souligné ses efforts pour aider les Juifs et d'autres personnes persécutées pendant la guerre. Plusieurs témoins, dont des survivants juifs, ont témoigné en sa faveur, reconnaissant son aide pendant ces moments difficiles. Malgré ces témoignages en sa faveur, Emmy n'a pas été épargnée des conséquences de son association avec le régime nazi. Le procès d'Emmy devant le tribunal de dénazification a eu lieu le 20 juillet 1948. Elle a affronté ce procès avec calme, confiante que ses actions pendant la guerre parleraient d'elle-même. En effet, les témoignages de ses collègues du théâtre et des Juifs qu'elle avait aidés soulignait la complexité du caractère d'Emmy et ses tentatives de naviguer dans les défis moraux de son époque. Néanmoins, le tribunal l'a condamnée à 1 an de prison et lui a interdit de monter sur scène pendant 5 ans. Après sa libération de prison, Emmy et sa fille Eda ont déménagé à Munich. Elles ont tenté de reconstruire leur vie, portant le lourd fardeau de leur passé. Dans sa biographie « Ma vie avec Göring », Emmy a réfléchi à ses expériences avec un sens de la résilience, reconnaissant à la fois les moments de bonheur et les tristesses profondes qui ont marqué sa vie. Elle a décrit son mariage avec Hermann Göring comme un don de Dieu et a souligné l'importance de sa fille, Eda, qui lui a donné sens et objectif dans sa vie. Malgré les défis qu'elle a rencontrés dans sa vie après-guerre, Emmy est restée reconnaissante pour toutes les expériences qui l'ont façonnée. Comme elle l'a affirmé, elle a trouvé du réconfort dans la croyance que toutes les épreuves humaines, la souffrance et la tristesse pouvaient enrichir la vie si l'on ne se laissait pas submerger. Les dernières années de sa vie ont été marquées par les répercussions qu'elle a dû affronter en raison de son association avec le régime nazi, tout en s'efforçant de fournir un environnement stable et aimant à sa fille. La fille d'Emmy, Eda Göring, était également une figure publique dans l'Allemagne nazie. Non seulement elle était la chouchoute de son père, mais aussi de son parrain, nul autre qu'Adolf Hitler. L'anniversaire d'Eda était célébré presque comme une fête nationale, son père organisant des défilés aériens pour l'occasion. Cependant, la vie d'Eda a radicalement changé avec la fin de la Seconde Guerre mondiale. En juin 1945, les Américains ont transporté Eda, sa mère Emmy, et d'autres membres de la famille au château de Weldenstein. Malgré le cadre luxueux, la vie est devenue précaire pour la famille Göring, car ils ont dû rendre tous leurs biens précieux. Pendant qu'Emmy était emprisonnée, Eda, âgée de 7 ans, a été transférée dans une maison de convalescence à Neuhaus, où des sœurs catholiques s'occupèrent d'elle.
Elles lui ont appris des compétences de base telles que la lecture, l'écriture et l'arithmétique. En 1948, Amy a réussi à convaincre la directrice d'une école secondaire d'accepter Eda, malgré l'absence de bulletins scolaires antérieurs. Durant ses années scolaires, Eda était une élève modèle, souvent favorisée par les professeurs et ses camarades. Elle excellait dans ses études, obtenant de bonnes notes et participant activement à des activités parascolaires. Le nom de son père était rarement évoqué dans les conversations et la politique était un sujet tabou à l'école. Après la libération de sa mère de prison, Eda a déménagé avec elle dans un modeste appartement à Munich. Eda a d'abord étudié le droit, mais elle l'a trouvé trop aride et a changé pour travailler comme assistante médico-technique dans un laboratoire hospitalier à Munich. Malgré son nom de famille infâme, Eda affirmait ne jamais avoir rencontré de difficultés significatives à cause de cela. En fait, elle trouvait parfois que son nom lui était avantageux, comme lors de son voyage en Espagne, où elle était traitée avec un grand respect et recevait des privilèges spéciaux. Eda ne s'est jamais mariée et a continué à vivre à Munich, entourée de photos et de tableaux de ses parents. Son appartement ressemblait à un musée dédié à sa famille. Elle maintenait un lien fort avec son père, exprimant un profond amour et une grande admiration pour lui. Dans des interviews, elle parlait avec tendresse de son enfance et des soins que son père lui prodiguait, mais reconnaissait également les horreurs du régime nazi sans se sentir personnellement responsable des actions de son père et de ses associés. Cependant, sa loyauté extrême envers son père ne lui permettait pas de le dénoncer, ni lui, ni ses actions. Contrairement à certains autres enfants de dirigeants nazis qui se sont distanciés de l'héritage de leurs parents, Eda est restée ferme dans son admiration pour son père. Cette perspective lui offrait un sentiment d'identité et de continuité, mais elle isolait aussi des processus plus larges de réconciliation sociale. Eda Göring, la fille unique de Hermann et Amy Göring, est décédée à Munich le 21 décembre 2018, à l'âge de 80 ans. Lina Heydrich, la veuve de fer du Troisième Reich. Lina Heydrich, elle aussi, n'a jamais dénoncé les actions de son époux Reinhard, malgré le fait qu'il était un criminel nazi impitoyable et l'un des principaux architectes de l'Holocauste. Comme on le sait bien, Reinhard Heydrich était le chef de l'Office central de sécurité du Reich et protecteur du Reich de Bohême et de Moravie. Il était le cerveau derrière la conférence de Wannsee en 1942, où les nazis ont officialisé leur plan pour la solution finale de la question juive, la déportation et le génocide de tous les Juifs en Europe occupés par les Allemands. Il a été assassiné par les combattants de la résistance tchécoslovaque au printemps 1942. En tant que veuve d'un héros nazi, Lina a bénéficié de tous les privilèges jusqu'à la fin de la guerre. Elle a passé le reste de la guerre dans un domaine en Bohême où elle maintenait plusieurs dizaines de prisonniers pour le travail forcé. Il y a eu des témoignages selon lesquels elle abusait physiquement des prisonniers très souvent. Comme son mari, elle avait peu de respect pour la vie humaine. Après la fin de la guerre, Lina a été détenue dans un camp de détention britannique mais a été libérée sans inculpation. Cela ne signifiait cependant pas que ses problèmes étaient terminés. En 1947, le tribunal populaire spécial de Prague l'a condamnée à la réclusion à perpétuité avec 20 ans de travaux forcés pour son traitement des prisonniers dans son domaine tchèque. Des témoins ont déclaré qu'elle était cruelle et arrogante, permettant souvent aux gardes SS de frapper les travailleurs s'ils les jugeaient paresseux. Malgré la gravité des accusations, Lina a réussi à éviter l'extradition vers la Tchécoslovaquie. À la place, elle a fait face à un procès de dénazification en Allemagne en 1949. Étonnamment, elle a été classée comme une criminelle de catégorie 4, ce qui signifiait qu'elle était considérée comme une simple suiveuse plutôt que comme une principale coupable. Cette classification lui a permis d'éviter une condamnation à la prison et de conserver sa propriété. Lina elle-même a exprimé sa surprise quant à la clémence du tribunal, notant qu'elle était l'une des rares femmes nazies à ne pas avoir purgé de peine de prison. Lina est retournée à Fehmarn, où elle a transformé sa villa familiale en maison d'hôte. Cet établissement est devenu un lieu de rencontre pour les anciens membres des SS et leurs familles. Elle s'est également impliquée avec Silent Help, une organisation dédiée à soutenir les hommes des SS emprisonnés et à les réintégrer dans la société après leur libération. Tout au long de sa vie après la guerre, Lina a continué à défendre l'héritage de Reinhard Heydrich. Elle donnait fréquemment des interviews et collaborait avec des historiens,
choisissant sélectivement ceux qu'elle considérait comme appropriés. La frustration de Lina face à la manière dont son mari était présenté dans divers livres l'a amenée à écrire son propre récit. Dans son livre « Ma vie avec un criminel de guerre », publié en 1976, Lina a présenté une vision sans excuse de ses convictions idéologiques et a minimisé l'implication de Heydrich dans la solution finale. Elle a tenté de le dépeindre comme un individu polyvalent, en soulignant ses talents de musicien, son athlétisme et son patriotisme. Lina a affirmé que le programme d'extermination avait commencé après la mort de Heydrich et insisté sur le fait qu'il n'était pas au courant des horreurs à venir. Cependant, elle a également exprimé des doutes et a insinué que Heydrich pourrait avoir été impliqué dans les premières étapes de la planification. Malgré ses efforts, le livre n'a pas eu d'impact significatif et n'a jamais été traduit en anglais. Au cours de ces dernières années, Lina a continué à vivre à Fehmarn, en maintenant une relation étroite avec ses enfants. Son fils Heider a étudié l'ingénierie et a ensuite travaillé pour l'entreprise d'avions Dornier, tandis que sa fille Marthe s'est mariée avec un agriculteur local et a ouvert une petite boutique de mode. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Lina a finalement remporté une bataille juridique contre l'État allemand pour recevoir la pension complète qui lui était due en tant que veuve d'un général de la police allemande mort en service. Lina Heydrich est décédée le 14 août 1985 à l'âge de 74 ans. Peu avant sa mort, elle a donné une interview télévisée dans laquelle elle a exprimé sa fierté d'être Lina Heydrich. Tout au long de sa vie, elle est restée dévouée à la mémoire de son mari et a cherché à remodeler son héritage aux yeux du monde. Ilse Hess, la matriarche inébranlable du Troisième Reich. Une autre femme qui est restée fidèle à l'héritage nazi de son mari était Ilse Hess. Née Ilse Pröll, fille d'un médecin respecté à Berlin, elle a grandi dans un milieu privilégié. Enfant brillante et énergique, Ilse s'intéressait à la musique et à la littérature. Elle aimait la randonnée et le camping, reflétant les valeurs de la classe moyenne, cherchant à échapper à la vie urbaine. Au printemps 1920, Ilse rencontra Rudolf Hess, un jeune homme grand avec un uniforme en lambeaux. Hess était un vétéran de guerre qui avait été blessé à 2 reprises et avait rejoint le régiment Freikorps von Epp. Malgré son attitude brusque, Ilse fut attiré par sa combinaison de penseur et d'homme d'action. Hess présenta Ilse à Adolf Hitler, qui impressionna les deux. Ilse s'engagea rapidement dans le mouvement nazi, distribuant des tracts, collant des affiches et aidant avec le journal du parti. Elle agissait également comme secrétaire de Hess. L'engagement d'Ilse envers la cause nazie était évident dans une lettre à une amie de l'école, où elle exprimait son antisémitisme ferme et son soutien aux idéaux du mouvement. Ilse et Hess se marièrent en décembre 1927. Ils emménagèrent dans un petit appartement à Munich, mais leur relation resta largement platonique. Ilse suivit les nouvelles règles nazies concernant la participation féminine au mouvement, qui la limitaient à l'adhésion au parti sans rôle officiel. Cependant, sa proximité avec Hitler lui conféra de l'influence. Lorsque Rudolf Hess fut capturé après son vol en Écosse en 1941, la vie d'Ilse changea dramatiquement. Bien qu'elle n'eût aucun espoir de son retour, Ilse demeura dévouée à Rudolf et se consacra à sa cause. Elle communiquait avec lui par lettres, malgré les longs retards qui rendaient la vie difficile pour eux deux. Hess souffrait également d'amnésie, ce qui perturbait Ilse, mais elle refusa d'admettre la défaite et consulta des médecins qui lui assurèrent que sa mémoire reviendrait après la guerre. En 1945, la guerre se termina et Hess rentra en Allemagne, mais pas comme Ilse l'avait espéré. Rudolf Hess, le criminel de guerre infâme, fut transféré à Nuremberg pour être jugé avec le reste de la bande nazie. Finalement, il fut condamné à la réclusion à perpétuité et transféré à la prison de Spandau. Ilse fut également arrêtée en juin 1947 et transférée dans un camp de détention. Cependant, moins d'1 an plus tard, elle fut libérée de prison. Ilse utilisa chaque moment de sa liberté sans relâche pour assurer la libération de Rudolf. Malgré les difficultés, elle maintint le contact avec Hess par lettres et visites. Son dévouement à Hess et à l'idéologie nazie ne faiblit jamais. Ilse déménagea à Munich et reconnecta avec d'anciens amis, dont Winifred Wagner, petite fille du compositeur Richard Wagner, et amie proche d'Adolf Hitler. Ilse ouvrit une maison d'hôtes dans les Alpes bavaroises, espérant qu'un jour Rudolf sortirait de Spandau et la rejoindrait.
Elle garda une chambre réservée pour lui avec ses livres, manuscrits, papiers, une radio et quelques jouets avec lesquels lui et son fils Wolf avaient l'habitude de jouer ensemble. Ilse publia également des collections de sa correspondance avec Rudolf dans un livre intitulé « Rudolf S., prisonnier de la paix », essayant de gagner en visibilité pour sa cause. Ilse fit campagne sans relâche pour la libération de son mari. Elle forma l'Association pour la liberté de Rudolf S. et recueillit plus de 40 000 signatures de personnes dans 40 pays différents. Elle envoya également des lettres à des politiciens, intellectuels, évêques, journalistes et historiens demandant leur soutien. Malgré ces efforts, les Soviétiques restaient fermes dans leur volonté de maintenir Rudolf en prison, le considérant aussi coupable que les autres accusés à Nuremberg et mécontent qu'il n'ait pas été condamné à mort. Pendant ce temps, la santé de Rudolf continuait de se détériorer. Il tenta de se suicider plusieurs fois et souffrit de diverses maladies, dont un accident vasculaire qui le laissa presque aveugle. Contrairement à lui, Ilse n'a jamais perdu espoir. Elle continua de rendre visite à Rudolf à Spandau, lui apportant des cadeaux et tentant de maintenir une apparence de normalité lors de leur brève rencontre. Outre Rudolf, Ilse resta fidèle à Hitler et à l'idéologie nazie. Dans ses lettres, elle exprimait sa joie de voir qu'il restait fidèle à Hitler et que rien n'avait changé dans leur relation intérieure avec l'homme dont le destin a été si étroitement lié au nôtre dans la joie et la souffrance pendant plus de 20 ans. En raison de cette position, il se fit face à l'ostracisme social et à des difficultés financières. La situation financière d'Ilse se détériora. Avec des moyens de soutien limités, elle dépendait de l'aide d'amis et de sympathisants de l'ancienne communauté nazie. La stigmatisation d'être associée à un haut fonctionnaire nazi la suivait partout où elle allait, mais elle resta ferme dans ses convictions. Elle vivait dans des logements modestes, se déplaçant souvent pour éviter le harcèlement. Ilse visitait S chaque fois que cela était possible, maintenant un flux constant de lettres vers lui. Ces visites étaient une bouée de sauvetage pour Rudolf, qui passa des décennies en isolement. Sa santé se détériorait, mais sa détermination à soutenir son mari ne faiblit jamais. Dans les années 1970, la santé d'Ilse se détériora encore plus. Elle souffrit de diverses maladies, mais continua à militer pour la libération de son mari. Le poids de ses efforts était lourd, mais elle persista, animée par un profond sentiment de devoir et de loyauté. La défense inflexible d'Ilse affecta sa santé, et elle finit par prendre un rôle secondaire, permettant à son fils Wolf de continuer la campagne. La mort de Rudolf S. en 1987 fut un coup dévastateur pour Ilse. On lui refusa la possibilité d'être avec lui dans ses derniers moments, ce qui augmenta sa douleur. Cependant, cela ne l'empêcha pas d'être une fervente nazie jusqu'à la fin de sa vie en 1995. Contrairement à Ilse, son fils, Wolf Rüdiger S., n'a jamais vraiment eu l'occasion de connaître son père. Il n'avait que 3 ans lorsque Rudolf vola en Écosse lors d'une mission en solo, un événement qui conduisit à son emprisonnement et à une séparation à vie de sa famille. Ainsi, l'enfance de Wolf Rüdiger fut marquée par l'absence de son père. Il grandit avec les lettres de Rudolf. Ces lettres étaient son principal lien avec son père, qui refusait de recevoir des visiteurs dans ce qu'il considérait comme des circonstances indignes. En conséquence, Wolf Rüdiger ne connut jamais vraiment son père et n'eut que des photos et des lettres pour se faire une image de lui. Pendant sa jeunesse, Wolf Rüdiger dut naviguer à travers les émotions complexes et les réactions sociales face à l'héritage de son père. Lorsqu'il voyagea avec sa mère à Nuremberg en 1946 pour voir son père pendant les procès, il était encore un enfant tenant une lettre de son père. Il ne comprenait pas le poids complet des actions de son père, mais ressentit l'impact du jugement social. Malgré ce fardeau qui le dérangeait réellement, Wolf Rüdiger s'efforçait de mener une vie normale. Il étudia l'architecture et en 1961 obtint son diplôme d'architecte. Mais les obstacles étaient nombreux. En 1959, Wolf Rüdiger fit probablement face au défi le plus significatif lorsqu'il fut appelé au service militaire. Lors de son examen médical au bureau de recrutement de Munich, il déclara son refus de servir. Cette déclaration exigeait qu'il fournisse des raisons détaillées pour son objection devant le comité de révision des objections de conscience. S. expliqua que son père était Rudolf S., emprisonné à Spandau,
et qu'il ne pouvait servir dans une armée jugée par la même alliance qui avait condamné son père. Le refus de Wolf Rüdiger de servir dans l'armée était une position significative, reflétant ses profondes convictions morales et les complexités de l'héritage de son père. C'était un jeune homme essayant de se frayer un chemin dans un monde qui le jugeait en fonction des actions de son père, tout en essayant de maintenir ses propres principes. Vivant à Munich, Wolf Rüdiger continua à faire face à des défis liés à l'héritage de son père. Il travailla pour construire sa propre vie, séparé des actions infâmes de Rudolf Hess. Cependant, le rappel constant du rôle de son père dans l'Allemagne nazie était un fardeau qu'il dut porter jusqu'à la fin de sa vie. En 1987, Rudolf reçut un coup final. Son père fut retrouvé mort dans le jardin de la prison, pendu avec un câble de prolongation à un verrou de fenêtre. Il fut enterré dans un lieu secret, mais la famille parvint à persuader les autorités de transférer son corps sur le terrain familial. Wolf Rüdiger ne pouvait tout simplement pas supporter le destin de son père. Il ne pouvait croire qu'il s'était suicidé et accusa le service secret britannique de sa mort. Pendant le reste de sa vie, Wolf Rüdiger s'engagea à défendre l'héritage de son père sur lequel il écrivit 3 livres. Mon père, Rudolf Hess. Qui a tué mon père, Rudolf Hess? Et Rudolf Hess, je ne regrette rien. Wolf Rüdiger Hess eut un AVC en l'an 2001 et mourut peu après dans un hôpital de Munich. Descendant de Martin Bormann, un héritage dans l'ombre. La vérité soit dite, tous les membres de la famille de l'officier nazi n'ont pas pu accepter ses actions. L'un d'eux était Martin Bormann Jr., le fils de Martin Bormann, l'un des collaborateurs les plus proches d'Hitler. Né en 1930, Martin Jr. n'était qu'un adolescent lorsque la guerre a pris fin, laissant sa famille face à une série de défis. Dans les derniers jours de la guerre, avec sa mère Gerda et 8 autres frères et sœurs, Martin s'est enfui dans la région du Tyrol du Sud, essayant d'échapper aux forces alliées en avance. Ils ont été accueillis par le chef nazi local, qui les a aidés à se cacher dans un petit village près de Bolzano. À ce moment-là, la mère Gerda souffrait d'un cancer de l'ovaire avancé, ce qui lui causait une douleur immense. Un médecin local a diagnostiqué son état et recommandé une chirurgie immédiate. Cependant, l'opération n'a pas été couronnée de succès et la santé de Gerda a continué à se détériorer. Pendant ce temps, 2 agents de renseignement britanniques ont localisé la famille. Mais un colonel de l'armée, pensant que Gerda était une femme agréable, lui a assuré qu'elle et ses enfants n'étaient pas en danger d'être envoyés dans un camp de concentration. À la place, Gerda a été transférée dans un hôpital pour prisonniers de guerre à Merano, où elle a reçu des soins médicaux supplémentaires. Gerda est morte le 23 mars 1946, juste avant son 37e anniversaire. Désormais orphelins, les enfants de Gerda ont été placés sous la garde du révérend Theodor Schmitz, un aumônier catholique de l'armée allemande. Ils se sont retrouvés seuls pour faire face à l'héritage difficile laissé par leur père. Martin Jr. a particulièrement lutté pour accepter les actions de son père pendant la guerre. Il aimait son père, mais il devait aussi faire face à la réalité de son rôle dans le régime nazi. Ce conflit a façonné une grande partie de la vie adulte de Martin Jr. Au début des années 1950, Martin Jr. s'est converti au catholicisme et la foi est devenue un pilier de son identité. Il a trouvé la paix et le but dans ses nouvelles croyances. Il s'est consacré à travailler comme missionnaire laïque, visitant des écoles et parlant des dangers du fascisme et de l'importance de la réconciliation. Sa foi lui a offert un moyen de faire face à l'héritage de son père et de trouver une nouvelle voie dans la vie. En 1958, il a été ordonné prêtre et en 1961, il a déménagé au Congo, où il a travaillé comme missionnaire pendant 3 ans. Malgré ses efforts pour se distancer du passé de son père, Martin Jr. n'a pas pu complètement y échapper. Il interagissait avec d'autres enfants de dirigeants nazis, partageant ses expériences de stigmatisation et de jugement social. Ces interactions ont souligné les défis communs auxquels ils étaient confrontés. Martin Jr. devait souvent expliquer que les actions de son père étaient les siennes et justifier qu'il était une personne avec des croyances et des choix différents. Probablement pour cette raison, Martin Jr. est devenu professeur de théologie, choisissant une profession qui lui permettait d'avoir un impact positif sur les autres. Il a travaillé dur pour construire une vie séparée des actions de son père. Son dévouement à l'éducation et à sa foi l'a aidé à faire face aux défis qu'il rencontrait. Il voulait être connu pour ses propres mérites,
et non seulement comme le fils d'un leader nazi notoire. Martin Jr. a épousé une catholique, et ils ont eu plusieurs enfants. Il était déterminé à offrir à ses enfants un environnement exempt des ombres du passé. Cependant, le poids de l'héritage de son père était toujours présent. Il a influencé son éducation et ses relations personnelles. Un moment significatif dans la vie de Martin Jr. a été sa visite sur la tombe de son père, qui a été gardée secrète pour éviter qu'elle ne devienne un lieu de pèlerinage néo-nazi. Martin Jr. a décrit la visite comme un moment de réflexion profonde. Il a ressenti un mélange de tristesse et de soulagement. Dans ces dernières années, Martin Jr. a continué à réfléchir sur l'héritage de son père. Il est resté actif dans sa communauté, utilisant ses expériences pour éduquer les autres sur les horreurs du Troisième Reich. Cependant, il s'est avéré que Martin Jr. avait ses propres démons. En 2011, il a été accusé d'avoir agressé sexuellement un enfant dans les années 60. D'autres élèves l'ont également accusé de violences physiques graves. À ce moment-là, Martin Bormann Jr. était un vieil homme sénile et aucune procédure légale n'a été engagée, bien que la victime ait reçu une compensation. Martin Jr. est décédé 2 ans plus tard à l'âge de 83 ans. Rudolf von Ribbentrop, l'héritage du fils d'un diplomate. Rudolf von Ribbentrop était une personne qui a souffert d'être liée à un haut fonctionnaire nazi même pendant l'ère nazie. Son père était le célèbre Joachim von Ribbentrop, ministre des Affaires étrangères de l'Allemagne nazie de 1938 à 1945. Jeune, Rudolf a rejoint les SS et a commencé sa formation à l'école Junker des SS à Braunschweig, une académie pour la formation des officiers des SS. Dès le début, il a fait face à de la discrimination en raison de son père. Bien qu'il fût le meilleur de sa classe, Rudolf ne fut pas promu rapidement en raison de la position de son père. On s'attendait à ce qu'il se comporte modestement et ne recherche aucun traitement spécial. Lorsque, en 1940, les nazis lancèrent une campagne en Occident, Rudolf était impatient de combattre et réussit à se joindre à la campagne en convainquant son père de le permettre. Il participa à des batailles où il vécut des combats intenses contre l'ennemi et vit mourir ses camarades. Rudolf continua de faire face à la discrimination même après s'être prouvé au combat. Lorsqu'il était prêt à obtenir son diplôme de l'académie militaire, il voulait rejoindre l'élite de la division Panzer Viking des SS. Cependant, en raison d'un ordre de Himmler, il fut envoyé dans un groupe de combat moins actif en Norvège comme mesure disciplinaire. En 1941, Rudolf fut gravement blessé en Carélie mais revint combattre. Il rejoignit une colonne de chars nouvellement formée sous le commandement de Sepp Dietrich. Il se battit vaillamment dans de nombreuses batailles, y compris la campagne de Normandie en 1944, où il fut à nouveau blessé. Malgré ses blessures, Rudolf refusa de laisser ses hommes et continua à les diriger. Rudolf von Ribbentrop fut capturé par les Américains au sud du Danube. Il fut fait prisonnier pour éviter de tomber entre les mains des Russes, ce qui aurait pu être fatal en raison de son nom. Dans le camp américain, il subit un traitement sévère. Un jeune garde américain le vola, emportant son étui à cigarettes et ses décorations. Cependant, lorsque Rudolf accusa le garde de vol, un sergent-major exprima son mécontentement face au comportement du garde et rendit certaines de ses affaires. Avec le temps, Rudolf fut transféré dans différents camps, où il connut diverses conditions et traitements, tout à cause de son nom. À Dachau, il découvrit qu'il était listé comme criminel de guerre pour pillage à Harcourt. Il reçut une offre d'aide pour s'échapper de la part du chef du camp allemand, mais Rudolf décida de rester et d'affronter les accusations. Il croyait que fuir ne l'aiderait pas à laver son nom. Sur la base des accusations, Rudolf fut remis aux Français en janvier de 1947. Dans la prison de Cherché-Midi, ses mauvais traitements continuèrent. Il fut soumis à une fouille corporelle devant le personnel féminin et ses affaires furent à nouveau confisquées. Il passa une nuit glaciale dans une cellule avec des fenêtres brisées, après quoi il fut transféré dans une petite cellule avec 2 autres hommes, partageant des conditions étroites et inconfortables. Un après-midi, des officiers français et leurs femmes visitèrent les cellules, traitant les prisonniers comme des exhibits. Rudolf trouva cela humiliant. La situation de Rudolf s'est légèrement améliorée lorsqu'il a rencontré le docteur Epting, qui lui a conseillé de consulter un avocat. La mère de Rudolf a contacté d'anciens amis de la famille pour demander de l'aide. Sir Alexander Walker de la Johnny Walker Whiskey Company a fourni l'argent nécessaire.
L'avocat lui a assuré que les accusations étaient faibles, mais malgré cela, Rudolf a dû supporter une procédure judiciaire longue et épuisante. Malgré les conditions difficiles et le processus judiciaire lent, Rudolf a maintenu sa dignité. Il a affronté chaque défi avec résilience, que ce soit en faisant face à des gardiens cruels ou en se défendant contre les accusations. Cette période a mis à l'épreuve sa force et sa patience, mais il est resté déterminé à nettoyer son nom. En juillet 1948, Rudolf a été libéré sous condition. Il a été envoyé chez la famille Schultz à Go-Bischofsheim. Il a ressenti un mélange de soulagement et d'incrédulité. Pour la première fois en plus de 3 ans, il a retrouvé sa liberté. S'adapter à la vie après la guerre a été un défi. Rudolf a dû reconstruire sa vie à partir de zéro et son nom de famille a rendu la recherche d'emploi difficile. Beaucoup de gens se méfiaient de lui à cause du passé de son père. Malgré cela, Rudolf est resté déterminé à repartir de zéro, trouvant des moyens de soutenir lui-même et sa famille. Il a décidé de rejoindre l'entreprise familiale, fondée par le père de sa mère. Sa mère, qui était associée dans l'entreprise, a nommé Rudolf associé gérant. Mais la famille de sa sœur s'est opposée à la proposition en raison de l'origine familiale de Rudolf. Il croyait qu'avoir un associé portant le nom de Ribbentrop nuirait à l'entreprise. Finalement, Rudolf a conclu un accord avec la famille pour obtenir une compensation et a rejoint l'entreprise de son ami, où il a développé une carrière réussie en tant que banquier. Rudolf von Ribbentrop est décédé en 2019 à l'âge de 98 ans, en tant qu'homme ayant réussi à reconstruire une vie complètement nouvelle à partir des cendres de l'héritage de son père. Les frères Schirach, des vies entrelacées avec le Troisième Reich. Vivre avec l'héritage de parents criminels fut, sans aucun doute, un cauchemar dans l'Allemagne d'après-guerre. En plus de l'ostracisme social, ces individus durent faire face au fait que leurs proches avaient commis certaines des atrocités les plus horribles que l'humanité ait jamais vues. Chacun d'eux dut trouver sa propre manière de faire face à cela. Les frères von Schirach ne faisaient pas exception, étant les enfants de Baldur von Schirach, un leader nazi éminent et chef de la jeunesse hitlérienne. Leurs vies après la guerre furent façonnées par la nécessité de se réconcilier avec les actions de leur père et avec leurs propres identités. Baldur von Schirach fut une figure clé du régime nazi, responsable de l'endoctrinement de la jeunesse allemande. Après la guerre, il fut jugé à Nuremberg et condamné à 20 ans de prison pour crimes contre l'humanité. Sa carrière et son procès laissèrent une marque significative sur sa famille, notamment sur ses enfants, qui durent vivre avec la stigmatisation des actions de leur père. Ce chapitre décrit comment chaque frère affronta cet héritage de manière différente. L'un des frères, Klaus von Schirach, devint avocat. Il était déterminé à prouver au monde qu'il était capable de mener une vie séparée de l'ombre de son père. La carrière de Klaus dans le droit fut un moyen d'établir sa propre identité et de gagner le respect dans une société d'après-guerre prête à juger les enfants des dirigeants nazis. Klaus travailla dur pour être perçu comme un individu et non simplement comme le fils d'une figure notoire. Il croyait que ses réalisations professionnelles pouvaient l'aider à construire une nouvelle réputation. Malgré les défis, Klaus resta engagé dans sa carrière, l'utilisant comme une manière de prouver sa valeur et son intégrité. Il voulait que les gens le voient pour ses propres mérites, séparés des actions de son père. Cependant, dans cet environnement, il se trouvait souvent impliqué dans des situations où il devait aborder ou au moins reconnaître le rôle de son père dans le régime nazi. C'était un rappel constant du passé qu'il tentait de surmonter. Robert von Schirach, en revanche, choisit une vie plus tranquille et privée. Contrairement à Klaus, qui se liait au monde à travers sa profession, Robert préférait éviter les projecteurs. Il ne cherchait pas la validation publique et se concentrait plutôt sur sa vie personnelle et sa famille. Cette décision fut sa manière de faire face au lourd héritage du passé de son père. En menant une vie privée, Robert put se distancer des controverses entourant l'héritage de son père. Le choix de Robert de rester à l'écart des projecteurs lui permit de protéger lui-même et sa famille de l'impact direct de la notoriété de son père. Il croyait qu'en évitant l'examen public, il pouvait créer un environnement plus sûr et plus paisible pour ses proches. Cependant, cela ne signifiait pas qu'il n'était pas affecté par les actions de son père. L'ombre de Baldur von Schirach planait sur les deux frères, influençant leurs décisions et leur parcours de vie. Malgré leurs approches différentes, Klaus et Robert partageaient le même objectif de trouver une manière de vivre leur vie
tout en portant le poids de l'histoire familiale. Niklas et Norman Frank, enfants du Reich. Le destin de Niklas et Norman Frank, fils de Hans Frank, gouverneur général de Hitler en Pologne, fut similaire. Hans Frank était connu pour son règne de terreur en Pologne occupée et son implication directe dans les meurtres de masse de Juifs. Il était personnellement responsable de la mort de plus de 4 millions de personnes. On ne peut qu'imaginer le poids que portaient ses deux fils après la guerre. Niklas Frank a été particulièrement affecté par les actions de son père. Tout au long de sa vie, il a lutté avec une immense culpabilité et honte associée au nom de sa famille. Niklas a été très vocal sur son mépris pour les actes de son père et était déterminé à affronter la réalité de ce qu'il avait fait. Il a décidé dès son jeune âge de ne pas esquiver la vérité, mais de l'affronter de front. Niklas a terminé des études de littérature allemande, de sociologie et d'histoire, et est finalement devenu journaliste. Tout au long de sa carrière, il a souvent parlé de la malédiction d'être un Frank. Il croyait que l'héritage de son père avait conduit à la mort tragique de ses 3 frères. Cette croyance le pesait énormément. Au fil des ans, à mesure qu'il déterrait les détails des monstruosités de son père, le sentiment de honte de Niklas envers son père a évolué en une haine obsessionnelle. Il détestait vraiment intensément son père. Niklas se demandait fréquemment comment il pouvait vivre avec un tel nom, sachant les atrocités commises par son père. Son conflit intérieur était évident dans ses interactions et ses écrits, car il craignait d'hériter de certains traits de son père. Cette lutte a façonné une grande partie de sa vie adulte et en a fait une figure unique parmi les enfants des dirigeants nazis. Son frère aîné, Norman, a choisi un chemin différent. Comme Robert von Schirach, il a décidé de mener une vie plus tranquille. Norman s'est éloigné de l'opinion publique et de la controverse entourant le passé de son père. Contrairement à Niklas, Norman n'a pas cherché les projecteurs. Il cherchait à vivre une vie libre de l'infamie associée au nom de son père. Une vie tranquille reflétait son désir de dépasser le passé. Il n'a jamais publiquement condamné son père, mais il ne l'a pas non plus défendu. En fait, il évitait de discuter des actions de son père. C'était sa façon de faire face à la honte et à la culpabilité. Les histoires de Niklas et Norman Frank montrent comment chaque frère a trouvé sa propre manière de faire face à l'héritage de son père, Hans Frank. Leurs vies mettent en lumière les émotions complexes et les défis auxquels ont été confrontés les enfants, les épouses, les frères et sœurs de ceux qui ont joué des rôles significatifs dans les atrocités du régime nazi.